Mon fiancé, il mourut en octobre 1918, par une journée ensoleillée et tranquille. Il était tombé la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Son visage était calme et exprimait comme un contentement de ce que cela s'était ainsi terminé. Bonjour à tous et à toutes. C'est moi, la fiancée du jeune poilu. Le voilà. Lui, c'était mon jeune et beau fiancé. Je vous présente mon chroniqueur, un sacré bouffon entre parenthèses. Je compte sur lui pour vous informer de ce que fut cette grande et absurde histoire. Il y a 100 ans, j'étais fiancée à un jeune homme de 20 ans. Jeune homme mobilisé en août 1914 pour la Grande Guerre. Petits et grands, écoutez bien. Ceci est une histoire en partie inventée. Je suis la seule qui ait vécu assez longtemps pour pouvoir en parler de cette histoire de la Grande Guerre. Les personnages, pour la plupart, n'ont pas eu le temps d'exister. Ils sont morts à la fleur de l'âge. Nous allions nous marier, mais voilà. Ouvrons le livre de la Grande Guerre. Petits et grands, je vais commencer par le début de cette histoire. Il était une fois un empire qui s'appelait l'Empire austro-hongrois. Il avait des vues sur son voisin la Serbie. Un jour, l'archiduc d'Austro-Hongrie, le futur empereur, fut assassiné par un Serbe. Le vieil empereur s'empressa de déclarer la guerre à la Serbie. La Russie, amie de la Serbie, déclara la guerre à l'Empire, qui lui était ami de l'Allemagne. L'Allemagne déclara la guerre à la Russie, amie de la France, et donc à la France aussi. L'Allemagne, pour arriver plus vite en France, envahit la Belgique, amie de l'Angleterre. L'Angleterre déclara alors la guerre à l'Allemagne. Et voilà, c'est parti pour la Grande Guerre. Un jour, de Paris au plus humble des villages de France. Des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés par les obus. Magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour-là, le plus beau de notre race,
Il est en notre pouvoir de le faire. Clémenceau. Kriegesfahrt, alte Freundschaft, felsenfest und treu. Auf dem Kampfe oder Pulverdampfe steht zusammen, halten sie aufs Neue. Mon beau et jeune fiancé. Il est content d'aller bouffer du teuton. Il y a 100 ans, mon valeureux fiancé serait parti à la guerre, la fleur au fusil. C'est une légende inventée par la propagande militariste. Mon amoureux, je peux vous le dire, il était triste de partir au front, dans les tranchées. Sublimement incorrecte cette guerre. Politiquement correcte cette guerre. Pétain dit « On les aura les Boches ». Les politiques de tous bords reprennent « On les aura ». Les journaux patriotes à l'unisson « On les aura ». Et le peuple suit en chœur « On les aura ». En 3 mois, l'affaire est pliée. Alter Wein gibt Mut und Kraft, in ihm steckt der wahre Lebenssaft. Und der Alt, das Herz bleibt jung und gewaltig wie Mais de l'autre côté, c'est la même chanson. Dans 3 mois, on est à Paris. La France sera mise à genoux, asservie à notre botte colonisée et germanisée. Bourrage de crâne. Allez, c'est la guerre, mobilisation générale, réquisition, censure, contrôle, tout le monde est militaire et on obéit au chef, sinon conseil de guerre et exécution. J'envie et j'admire tout homme qui a la chance de risquer sa vie pour son pays. Colonel Roosevelt. Les fusils s'incrustent, les uniformes s'incrustent. Tout est en liquéfaction et en désagrégation. Tout est une masse de terre ruisselante, huileuse, avec des mares jaunes auxquelles des flaques de sang mettent des spirales rouges. Les morts, les blessés et les survivants s'y enfoncent lentement. Nos mains sont de la terre, nos corps de l'argile, nos yeux des mares de pluie. Nous ne savons pas si nous sommes vivants ou si nous sommes dans le rêve.
La tempête fait rage sur nous. Une grêle d'éclats d'obus arrache en cette confusion grise et jaune des cris perçants, des cris d'enfants de ceux qui sont touchés. Pendant la nuit, la vie déchirée gémit en aboutissant au silence suprême. Cet homme a reçu une balle dans la poitrine. Un instant après, un éclat d'obus lui fracasse le menton. Le même éclat a la force d'emporter la hanche de cet autre soldat qui gémit et s'appuie sur ses bras. Il perd son sang rapidement. Personne ne peut le secourir. Au bout de quelques minutes, il se replie sur lui-même comme un boyau vide. À quoi lui a-t-il servi d'avoir été à l'école ? Et boum, c'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la guerre. Toujours aussi vaillant, mon glorieux fiancé. Ah, valeureux poilu. Dans l'arrière-pays, c'est l'optimisme absolu. On est certain d'une prompte victoire. Les journaux unanimes, perroquets dociles, entretiennent le mot d'ordre. Jusqu'au bout, la victoire. Il nous faut la victoire à tout prix. Renoncer à gagner est une trahison, une injure pour les camarades déjà tombés. La victoire est obligatoire. Le gagnant sera celui qui ne veut pas perdre. 14 sera la der des der. Ces slogans, ce sont les ministres qui les clament et qui sont allègrement repris par les journaux et la propagande. Les poilus ne disent rien de cela. Message du commandant en chef, 6 septembre, 9h. Au moment où s'engage la bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus à regarder derrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Message à communiquer immédiatement à tous, jusque sur le front. Signé Général Joffre. Ah, ces pâles figures de navets, ses mains pitoyablement crispées. Cette lamentable intrépidité de ces pauvres chiens qui malgré tout vont de l'avant et attaquent. De ces pauvres, de ces braves chiens qui les bras, les jambes, la poitrine et le ventre tout déchirés n'osent même pas crier et gémissent doucement en appelant leur mère, mais cessent aussitôt qu'on les regarde. Pour l'honneur, le poilu obéit. Il est aux ordres. Avant, il était un homme. Il pensait. Il était libre. Maintenant, c'est un militaire. C'est une bête. Il meurt pour la patrie. Il meurt pour la France. Dans la mitraille, il fonce. Il n'a pas peur. Il tue. Il tue pour gagner quelques mètres de terre. Et il meurt.
pour rien. Ma chérie, ici on vit dans la boue, la pluie, les odeurs pestilentielles, la merde partout, les poux, les puces, la vermine, les maladies comme la gale, la dysenterie, la gangrène, le tétanos et même le typhus. Certains soldats ont les pieds pourris par l'humidité. Ils seront amputés. Les ordres de nos supérieurs sont absurdes, barbares et assassins. Quand reviendrai-je de cet enfer ? Je t'embrasse fort. Quand nous arrivons dans la zone où commence le front, la fureur qui nous anime est insensée. Nous sommes devenus des animaux dangereux, des sauvages, et même, si on veut, des démons. Nous tuons, nous nous jetons à terre, n'importe où, exténués, abrutis. Et il y a des camarades qui, les yeux grands ouverts, hagards et mourants, nous regardent comme des demi-dieux. Nous qui, parfois, nous pouvons échapper à la mort. La mort qui est là et qui nous traque sous ses mains et ses casques. Nous voulons vivre à tout prix. La vie a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qui est l'instinct. Nous sommes maigres et affamés, la dysenterie nous brûle les intestins. On devrait montrer aux gens de l'arrière ces figures terreuses, jaunes, misérables et résignées. Ces corps courbés en deux dont la colique épuise douloureusement le sang. Les feuillets sont toujours pleines de clients accroupis et qui tout au plus sont capables de se regarder en ricanant et de dire avec des lèvres crispées et frémissantes encore de douleur, « Il est inutile de se reculoter. » Nous voyons des gens à qui le crâne a été enlevé, continuer à vivre. Nous voyons courir des soldats dont les 2 pieds ont été fauchés, courir sur leurs moignons éclatés. Ils se traînent en trébuchant jusqu'au prochain trou d'obus. Un camarade de première ligne se dirige vers le poste de secours. Il retient ses entrailles qui coulent par-dessus ses mains. Nous voyons des gens sans bouche, sans mâchoires inférieures, sans figure. Le capitaine lui tend l'ordre d'attaquer. Il faut attaquer à mort, peu importe les pertes. Au chef d'unité incombe la responsabilité de conduire les hommes à l'abattoir. L'ordre n'est pas signé. Il ressemble à une note de service banale et anonyme. Allez, exécution! Ah, les lâches! Un tressaillement parcourt nos corps. Notre destin figure sur ce bout de papier. Le commandant nous communique son contenu en criant. Et j'entends « La tranchée des Tilleuls est prise. Le 280e se chargera du boyau de la Targette. Pour Farbus. L'assaut doit se faire à n'importe quel prix. Au diable les pertes !» Nous comprenons tous qu'il faut prendre ce point stratégique coûte que coûte sans se soucier des vies. Tant pis pour ceux qui y laisseront la leur. Que voulez-vous ? C'est la guerre. En nous envoyant à la boucherie, le général P exerce son job.
c'est la guerre, clame-t-il. Est-ce un fou furieux, un déséquilibré, dément, vicieux, violent, obsédé, démoniaque? Que faut-il penser de lui? Beau et jeune, tu es vraiment un valeureux poilu. Encore un maître de gagné. Encore un maître de gagné. Bravo, mon brave et héroïque fiancé. Le jour se lève. Partout, autour de la tranchée, il y a des centaines de tirailleurs français, fauchés, des lignes entières. L'effroi nous paralyse. Pour 400 à 500 mètres gagnés, il y a presque un mort par mètre carré. Les communiqués chantent victoire, alors qu'un faire-part de deuil serait plus approprié. Enfin pointe l'aurore. Un pâle soleil éclaire silencieusement le carnage. Où que l'on se tourne, il n'y a que des cadavres, que des éclatements d'obus, que des morceaux de chair anonymes, pillés par des rats affamés. Les corbeaux, effrayés et prudents, n'osent pas encore s'approcher. Ils hurlent. Et ils sont tous morts. Plus personne. Il revient sur ses pas et découvre enfin, tassés les uns contre les autres, comme des bêtes apeurées, des petits paquets d'êtres humains vivants. Ils sont hagards, muets. Ils ont l'air absents à tout ce qui les entoure. Sourds au tonnerre sans fin de la canonnade. Lorette évoque pour les poilus un endroit sinistre. Une sorte d'étal de boucherie humaine. Jour et nuit, on s'y étripa sans arrêt. Et cela durant des mois. Pourtant, cette guerre pour gagner quelques mètres de terrain ne peut faire la décision. Cette obstination de l'état-major est un crime. Ce sont ces braves généraux qui ont inventé ce jeu cruel, persuadés que les Allemands seraient usés avant les Français. Ces généraux incompétents qui obligent leurs petits soldats à prendre et reprendre jour après jour, incessamment, 10 fois, 20 fois le même ravin, la même tranchée, la même bâtisse, un bois, une colline, un ruisseau, etc. Et tout ça pour satisfaire leur amour propre de petit chef. L'ineffable général Joffre dit à tout vent « Je les grignote », mot qui les condamne à un carnage stérile, et la presse patriote et servile en fait ses choux gras. Au rapport, il y a une avalanche de félicitations. Les croix de guerre pleuvent selon le bon vouloir des officiers qui, au passage, se servent en premier. On leur rabâche les belles paroles de circonstance. Hommes vaillants et héroïques qui vont dignement au sacrifice pour défendre cette chère patrie. On ne dit pas aux Bleus que ces braves, qui y sont restés, ne pouvaient pas faire autrement que d'y aller. On se gardera de leur dire que les pelotons d'exécution guettent les trouillards et les déserteurs. Ces braves ne pouvaient faire autrement que d'y rester. Après cette cérémonie, toute la cour galonnée de Joffre et de Pétain en tête repart vers la grande ville. Dans des voitures luxueuses, conduites par des chauffeurs endimanchés, ils vont fêter autour d'un repas copieux une quelconque grande croix de guerre. Sans doute, tout cela payé avec le sang de milliers de pauvres troufions. Si on brutalise un animal, on est puni par la loi. Mais pour ces chefs, ces bandits qui se servent de ces braves soldats comme de simples pions, des souffre-douleurs, il n'y aura ni châtiment ni sanction.
N'est-ce pas énorme que malgré tout, régiment après régiment, accepte d'aller à cette lutte toujours plus désespérée, et que les attaques succèdent aux attaques sur une ligne qui recule et s'émiette sans cesse. Aux poilus, il leur reste la honte d'être pris pour des lâches. Ceci les tient debout. Malgré tout, les gars chargés du ravitaillement nous approvisionnent courageusement. Mais nous avons l'appétit coupé par la puanteur de ces centaines de cadavres dont le soleil ardent de juin accélère la putréfaction. Ces mouches du charnier de Lorette, elles s'insinuent partout. Qu'une horreur! Elles harcèlent, sans discrimination, les vivants comme les morts. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et qu'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit « Vas-tu finir ?» On se figure que c'est l'autre et ça nous fait plaisir quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon, la Madelon. Écrire leur rappelle qu'ils sont vivants. Lettre d'une mère à son fils. Je te préfère savoir mort dans l'honneur que vivant dans le déshonneur. Ma chère petite amie, ceci est horrible. J'ai tué mon premier homme de mes propres mains. Nous nous étions précipités dans le même trou d'obus, en avant-poste, et je lui avais enfoncé le premier la baïonnette dans le corps. Il se mit à râler. Avec quelle lenteur meurt un être humain ? Si je n'avais pas perdu mon revolver, en rampant, je l'aurais achevé d'un coup de feu. Car je le savais, il n'y avait pas de moyen de le sauver. Je n'ai pas eu la force de le poignarder, mais chaque souffle mettait mon cœur à nu. Là, il est mort. Le silence me parut bientôt plus pénible à supporter que les gémissements. J'aurais voulu encore entendre son râle rauque, parfois sifflant doucement, et puis de nouveau rauque et bruyant. Comment cet homme a-t-il pu être mon ennemi ? Si nous avions jeté ses armes et cet uniforme, il aurait pu être mon frère. Amour de ma vie, à chaque fois que je pense au front de guerre, je tremble, j'ai froid, j'ai peur. La mort rôde jour et nuit sans répit au-dessus de toi. Maintenant, la neige a la couleur du sang. Je te revois fier en uniforme sur le quai de la gare, paré pour le départ. J'ai besoin de revoir ton sourire et de t'entendre dire « je t'aime ». Reviens-moi au plus vite.
des marchands de canons. Turgescentes au bout carminé, ces verges aux roustons poilus, gavés de poux et de vermine, ne demandait qu'à vivre dans l'humidité de son ventre. Ô patrie, à jamais meurtrie. Ils n'espèrent pas que cela puisse avoir une fin. Leur pensée ne va pas si loin. Ils peuvent recevoir un coup de feu et être tués, ou peut-être blessés. Alors l'hôpital est la prochaine station. S'ils ne sont pas amputés, tôt ou tard, ils tombent entre les pattes d'un de ces médecins-majors qui, la croix de guerre à la boutonnière, leur disent « Comment ? Pour cette jambe un peu plus courte que l'autre ? Au front, vous n'avez pas besoin de courir, si vous avez du courage. Allez, cet homme est apte au service, rompez !» Ah, valeureux poilu, qui va gagner ? Les vampires de la rue, au regard de braise, au casque pointu et aux glands teutons, ont buté la bave aux lèvres, les pénis délicats de nos poilus à la cupule rougie par les frimas nordiques. Ces bourses, accrochées aux barbelés des tranchées, jadis gonflées de désir, gisent desséchées, à jamais ratatinées. Des lignes de défense de fils de fer barbelés leur barrent le chemin. Il leur faut enjamber ces réseaux de fils de fer épineux qui s'accrochent à leurs pantalons, aux pans de leurs capotes, comme des mains invisibles qui voudraient les retenir dans cet enfer. Et des cadavres partout. Là, de la chair humaine a été broyée, déchiquetée. Sur la fourche d'une branche, un soldat dénudé semble accroupi, le casque sur la tête. En réalité, il n'y a qu'une moitié de lui. Un tronc sans jambes, ni bras. Plus loin sont accrochés uniquement des lambeaux d'uniforme, une bouillie sanglante qui naguère constituait un corps humain. 20 pas plus loin, dans la broussaille, il y a un bras. Des nuages de mouches indiquent les endroits où la terre a été abreuvée du sang des combattants. Le sol, par endroits, est noir de sang, mais c'est par la puanteur qu'on devine la présence des cadavres. Dans les trous de buts, dissimulés par des rejets de terre, et aussi éparpillés partout des débris de fusils, des bidons, des musettes maintenant éventrées, des objets intimes auparavant précieusement conservés dans le fond de ces sacs. Maintenant arrachés de leur cache et levant leur vol des lettres d'amour affectueuses, pleines d'espoir, des lettres innocentes d'enfants de mères anxieuses et résignées. Des lettres innocentes d'enfants de mères anxieuses et résignées. Le dernier quart d'heure est un délire de flammes, de fumée, de vacarme. Les flammes se pourchassent à toute allure. Les fumées s'écrasent les unes contre les autres. La mort française, assoiffée, renversant tout, cherche du sang allemand. Journaliste du mensonge, vous qui vantez notre furieux entrain de trompe-la-mort dans l'assaut de la côte 304, vous qui publiez que nos chefs sont impuissants à freiner cet élan irrésistible, c'est ici qu'il vous faut être, là, dans cette après-midi brûlante, pour admirer notre retour du front, une lamentable procession de loques humaines. Pendant ce temps, les conseils de guerre siègent tous les jours.
Pas de pitié pour ceux qui osent douter à haute voix de la victoire. Ils seront, eux, accusés de crimes de lèse-militarisme. Les canons, les clairons, écoutez, regardez. De la frappe, sonnez au chant, le rêve Oui, Marianne, chérie, pleure, pleure. En ce silence assourdissant de la nécropole funeste, entends-tu, Marianne, chérie, ce doux et lugubre murmure? Viens, petit poilu, que je t'embroche, j'ai la baïonnette impatiente de Verdun au chemin des dames. Ces bites cruciformes, blanches comme des fantômes, elles sont là, rugissantes dans les labyrinthes putrides de la mort. Vengeance, oui, vengeance, vengeance. Oh, Marianne. Encore un mètre de gagné. Tu es vraiment un valeureux poilu. Encore un mètre de gagné. Toujours aussi vaillant, mon glorieux fiancé. Les poilus sont exténués. Le haut commandement est implacable. Il n'autorise pas de relève tant que le pourcentage imposé de pertes n'est pas atteint. Les hommes sont désespérés. Ils ne croient plus en rien. Certains se mutilent, se suicident. Certains vont jusqu'à se rendre, français comme allemands. À l'arrière, les patriotes en pantoufles vilipendent cette lâcheté. Vraiment, quel lâche! Comment peut-on gagner cette guerre avec de tels poltrons? Pas de pitié pour eux. Un jour, voici qu'un soldat allemand juché sur une butte de terre harangue les poilus des deux bords. Il abat son fusil brutalement sur un tronc, le cassant en debout. Tout le monde comprend. Applaudit son geste et entonne l'internationale. Unanime cri de révolte des poilus. Que n'êtes-vous là, despotes, rois déments, hommes politiques véreux, généraux jusqu'à-boutistes, patriotes planqués, journalistes aveugles pour admirer ce moment sublime? Si tous les poilus se révoltaient, et s'ils obligeaient sur tous les champs de bataille à ce que tous les généraux se battent entre eux, ils pourraient, par exemple, mettre leur président français Poincaré en face du Kaiser allemand, dans une tranchée, pour un combat au corps à corps. Refuser de se battre n'est pas suffisant. Il faut qu'ils abattent ces monstres comme des bêtes enragées. S'ils ne le font pas, cette boucherie va durer encore longtemps. Eux, les galonnés, ils sont furieux. Ils n'ont jamais encore vu ça, des soldats qui refusent de s'étriper. Alors, ils donnent rageusement à l'artillerie l'ordre de tirer sur tous les rassemblements signalés et d'abattre, quelle que soit sa nationalité, son uniforme ou son grade, tout soldat qui tenterait un rapprochement avec l'ennemi. Et il est interdit de s'éloigner de la tranchée sans autorisation, sous peine d'être abattu à vue, sans sommation. Les chefs, eux, ils savent. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que le patriotisme ne suffit pas pour aller au sacrifice suprême. Certes, il y a certains hommes qui ne veulent pas paraître plus trouillards que leurs voisins. Certes,
Il y a aussi la croyance naïve de sa bonne étoile. Certes, il y a aussi ceux qui ambitionnent secrètement une promotion, une décoration. Mais le gros des troupes, lui, pense en silence. À quoi bon lutter contre la fatalité? On est là et on n'y peut rien. Messieurs les empereurs, messieurs les ministres, messieurs les généraux, messieurs les officiers, messieurs les militaires, vous vous êtes accaparé le droit de vie et de mort. Au nom de quoi? De quel droit? Vous vous êtes jeté sur le peuple au nom des mots patrie, devoir, dignité et honneur. Vous vous êtes emparé des corps et des âmes et vous les avez vendus au diable. Pour quelques médailles, pour votre gloire. Vous vous êtes pris pour des demi-dieux, mais votre gloire sera éphémère. Assassins! Devant l'abri du commandant P se sont massés beaucoup de soldats dénonçant fermement les ordres absurdes de leur chef, maudissant les politiques, criant leur ras-le-bol et leur désespoir. Le commandant P, alerté par ce tapage, émerge furieux de son trou et s'exclame brutalement. « Eh bien quoi? Vous vous plaignez? Je ne peux pas vous donner tout à fait tort, mais c'est la guerre, non ?» Sur ces paroles cyniques, justifiant tant d'injustice et d'intolérance, il redescend se prélasser dans son antre douillet, sans état d'âme. Le sergent de jour, quant à lui, reprend avec autorité la distribution des corvées inutiles. Dernière permission, juin 1918, gare de Lyon. Il n'y a pas de train pour les poilus avant le soir. Un train de luxe est en partance pour la Côte d'Azur. De justesse, notre poilu en convalescence monte à l'assaut des portières alors que le train démarre. Le voici dans un wagon avant que les employés n'aient pu le refouler. Il se tasse humblement au fond du couloir. Les contrôleurs accourent, relever son nom et son matricule et malgré sa demande de payer sa place, impitoyable, ils refusent et disent qu'ils vont le mettre au poste de police d'Avignon. Lui, un permissionnaire blessé, en convalescence, lui qui revient du front après 3 ans et demi de tranchée. Le poilu est persona non grata dans ce train. Jeune et solide, sous l'uniforme des chemins de fer, ses fonctionnaires continuent à le menacer et l'invectiver plusieurs fois. Alors ils ne se gênent pas pour les traiter d'embusqués. Eux, si costauds. Pourquoi ne sont-ils pas dans les tranchées? Lui, pauvre diable, crasseux, pouilleux et grossier. Oui, il fait tâche parmi ces voyageurs fortunés et de belle prestance, confortablement installés dans ce wagon. Oui, il comprend. Sa présence les gêne, leur enlève l'appétit et leur gâte la digestion. Il perçoit leur regard méprisant. Il leur rappelle trop la guerre et ceux qui souffrent là-haut dans les terriers, avec les rats et la vermine. Il est pour eux le reproche vivant, quoique muet, de celui qui va perdre sa jeune vie, pour que eux, petits bourgeois embusqués de l'arrière, défendus par ces chiens de garde, conservent encore jalousement leur magnifique train de vie.
Ces tentes se déroulent en longues lignes blindées et incarnent pour nous plus qu'autre chose l'horreur de la guerre. Des choses qui t'écrasent, te dévorent et te tuent. Bêtes d'acier invulnérables, elles apportent la destruction. Lorsqu'impassiblement elles descendent dans les entonnoirs et en ressortent sans s'arrêter, écrasant les morts et les blessés. Et nous devons récupérer ces cadavres abîmés, hachés par la mitraille, le canon, mélange de chair, de terre, d'équipements divers, et quelques-uns sous la forme d'un paquet de boue et de sang. Nous devons enlever à chacun sa plaque d'identité. Fouiller, palper ces cadavres avec un couteau ou des cisailles, couper le cordon ou la chaînette qui tenait à leur plaque d'identité. Il nous semble accomplir une profanation. Et nous parlons à voix basse comme si nous craignions de les réveiller. C'est le 3e hiver loin de toi. Je lis l'horreur de cette guerre dans chacune de tes lettres. L'odeur de la mort qui flotte dans l'air. Cela devait être beau cette nuit dans la campagne. Ces fusées de toutes les couleurs dont tu me parles dans la manœuvre de nuit. Cette nuit douce serait bien belle si tu étais près de moi. Tu me parles du service d'été. Je pourrais peut-être t'envoyer des chaussettes. N'as-tu pas besoin de ton autre tricot ? Ne te découvre pas trop vite. C'est vrai que nous voici le 1er mai. 1er mai. J'aurais voulu t'envoyer du muguet. Je n'ai pu en trouver ce matin. Je te quitte, mon chéri. Peut-être un beau rêve viendra-t-il pour quelques instants charmer mes pensées. Cette bonne soirée que nous avons passée seuls tous deux, comme j'étais heureuse ce jour-là, blottie contre toi. Je t'embrasse 1000 et 1000 fois bien tendrement. Ton amoureuse. Nous ne croyons plus en rien. Nous ne croyons qu'à la guerre. Je suis jeune, j'ai 20 ans. Je vois que les peuples sont poussés les uns contre les autres et se tuent sans rien dire, sans rien savoir. Je vois que les cerveaux les plus intelligents de l'univers inventent des paroles et des armes pour que cela se fasse d'une façon plus raffinée et dure encore plus longtemps. Que feront nos pères si un jour nous nous levons et nous nous présentons devant eux pour réclamer des comptes ? Qu'attendent-ils de nous lorsque viendra le jour où la guerre sera finie ? Pendant des années, nous n'avons été occupés qu'à tuer. Ça a été là, notre première profession dans l'existence. Notre science de la vie se réduit à la mort. Ceci est le cauchemar de la fiancée. Ceci fut le cauchemar prémonitoire de la fiancée. On devrait conduire le monde entier devant lui en disant « Voici ce jeune homme âgé de 20 ans. Il ne veut pas mourir, ne le laissez pas mourir. Il ne dit rien. Il ne parle pas de sa mère ni de ses frères et sœurs. Sans doute que tout cela est déjà loin de lui. Il est maintenant tout seul avec sa petite vie de 20 ans et il pleure parce qu'elle le quitte. Il est là, étendu. Et pourquoi cela ? Le 10 octobre 1918, un mois avant l'armistice, après 50 mois d'enfer, mon fiancé mourut. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Mon très jeune amant, tel un poilu, au chemin des dames, il est mouru.
Assassin! Vous avez tué mon fiancé. Mon très jeune amant, il a passé son tour. Pour le souvenir, en France, 36 000 monuments et 192 lieux de mémoire sont édifiés. Des millions de francs sont alloués, à travers des appels d'offres, à des entreprises privées et florissantes pour démobiliser les morts, c'est-à-dire sortir les cadavres de la terre, les identifier si possible, les mettre dans des cercueils et les rendre aux familles. C'est la guerre qui fait du meurtre, de la ruse, du suicide, de glorieux devoirs. C'est la guerre qui, sans souci des droits fondamentaux foulés aux pieds, fait des augustes meurtriers qui la déclarent, des demi-dieux, dont le profil encombre les panthéons, s'ils sont vainqueurs. Tout cela est atroce, n'est-ce pas? Que voulez-vous, c'est la guerre. Une plaie que chantent les poètes. Une héroïque infamie dont il ne faut parler qu'avec respect. La guerre qui a son Dieu souriant, le Dieu des armées. En ce 11 novembre de communion grisâtre, nous arrivent les longs sanglots de Marianne. Notre Marianne chérie, notre mère patrie, pleure sur ses jeunes et vigoureux membres virils, gorgés de sève printanière. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Viens contre moi, mon horrible cuistre, pour une dernière valse triste. Viens contre moi, mon horrible cuistre, pour une dernière valse triste. Vengeance! Vengeance! La fiancée a sorti un pistolet de dessous sa robe. Elle a tiré sur le ministre. Elle a crié vengeance. Assassin! Elle s'est retournée. Elle a crié assassin. Elle a jeté le pistolet sur le cadavre. Et elle s'est éloignée, bras dessus avec le chroniqueur.